Notre invité du jour, Jean-François Faure, président fondateur de aucoffre.com, une plateforme d'achat et de vente d'or et de métaux précieux. Bonjour Jean-François. Bonjour. Alors avec vous ce matin, on dresse ensemble un bilan des 10 ans du Bitcoin, la crypto-monnaie la plus utilisée au monde. Et peut-être pour commencer, pouvez-vous rappeler le fonctionnement du Bitcoin, ce système de blockchain, de tokens? Oui, alors tous ces mots barbares. Bon, le Bitcoin globalement maintenant tout le monde connaît, donc c'est cette monnaie numérique qui est effectivement maintenant utilisée depuis une dizaine d'années. Monnaie numérique qui est adossée à un système que l'on nomme blockchain ou chaîne de blocs et qui a pour particularité en fait de chiffrer de manière extrêmement robuste toutes les transactions qui sont inscrites avec un système que l'on dit asymétrique, qui fait que globalement, quand une transaction est opérée, vous ne pouvez pas en fait faire marche in arrière. Alors, du fait de ce chiffrement et aussi du fait que la blockchain est en fait un système distribué où vous n'avez aucune instance supérieure ou isolée qui va pouvoir en prendre le contrôle et en tout cas opérer des modifications. Alors c'est très bien parce que ce n'est pas piratable. Pour autant, si par exemple vous perdez ou vous faites voler vos bitcoins, personne ne pourra vous aider à les récupérer. Donc ça c'est la problématique. Raison pour laquelle il y a par exemple quelque chose qui a été inventé depuis ce que l'on nomme les tokens. Alors les tokens, ils ont une particularité, c'est qu'en fait ils se servent de blockchain tierces. Donc justement ils vont utiliser la blockchain Bitcoin ou la blockchain Ethereum et pour des sujets très spécifiques. C'est-à-dire que vous allez avoir des tokens qui sont utilisés, je sais pas, pour des plateformes de jeux en ligne, qui vont être utilisés pour créer des monnaies très spécifiques sur un usage donné. Et donc le token, c'est un petit peu dans l'univers de la crypto ce que par exemple les monnaies locales sont aux monnaies nationales. Vous voyez, donc c'est quelque chose de très petit, très spécifique avec ses règles. Et souvent l'avantage du token, c'est que ces règles étant définies, on peut mieux l'utiliser sans prendre de risques tels que sur les monnaies crypto classiques. Alors aujourd'hui, 5% des Américains possèdent des bitcoins. Comment expliquez-vous ce succès? Alors de manière assez simple, c'est que là essentiellement les Américains sont allés vers les cryptos et spécifiquement le Bitcoin dans les années 2016-2017 parce qu'ils y ont vu un actif spéculatif sur lequel quand vous mettiez 10 à un instant T, un instant T plus 1, vous étiez à 20, vous voyez, donc on était sur quelque chose qui quelque part était un petit peu autoréalisateur dans une logique spéculative parce que tout simplement les Américains ont besoin d'épargner pour les études des enfants, ils ont besoin d'épargner pour leur retraite, ils font feu de tout bois là-dessus. Donc le Bitcoin était rentré dans cette logique. Donc ça veut dire que du fait de cette forte volatilité, on a vu en décembre 2017 le Bitcoin valait près de 20 000 €, l'année suivante moins de 1 000. Donc cette forte volatilité rend cet actif uniquement spéculatif? Alors malheureusement aujourd'hui oui, parce que intrinsèquement la valeur du Bitcoin est uniquement basée sur la valeur spéculative du Bitcoin. Vous voyez, donc c'est très autoréalisateur. Si on compare par exemple avec d'autres monnaies ou d'autres matières, prenez par exemple l'or. L'or aujourd'hui, son prix, il est quand même fixé par rapport à un usage industriel, par rapport à l'usage de la bijouterie ou par rapport au coût d'extraction. Donc vous voyez, il y a une valeur qui est fixée extérieurement à son prix financier. Par rapport à l'euro par exemple? Après, l'euro, là, il y a encore une deuxième complexité qui se rajoute, c'est la valeur de l'euro par rapport à d'autres monnaies. Donc, souvent, ce que l'on dit, on pense que, par exemple, l'or, sa valeur fluctue. En fait, ce qu'on pourrait dire, c'est que c'est finalement l'euro qui fluctue. Alors, sur le Bitcoin, c'est un petit peu pareil. C'est la raison pour laquelle, par exemple, au Venezuela, aujourd'hui, le Bitcoin est excessivement utilisé parce qu'il vient suppléer à la faillite de l'État ou de la monnaie nationale. Et c'est là où le Bitcoin retrouve, en fait, ses lettres de noblesse, ce pourquoi il avait été créé au début, c'est-à-dire dans une logique de monnaie complémentaire, voire sur le coup, là, dans le cas présent, carrément alternative. D'accord. Alors, au-delà de cette volatilité, vous l'avez un petit peu évoqué, il y a quand même des problèmes de sécurité. C'est quand même le maillon faible du système. Est-ce que les piratages informatiques qu'on a vus à plusieurs reprises sur les plateformes d'échange sont inéluctables? Alors, aujourd'hui, par exemple, la blockchain, elle, on peut considérer qu'elle n'est pas piratable en elle-même. Par contre, toute
tout l'écosystème qui gravite autour de la blockchain Bitcoin, lui, il est. Parce que tout simplement, on est sur des supports informatiques, des supports online connectés, et puis tout simplement, on est sur un usage humain. Donc tout cela est potentiellement mal sécurisé. De base, un humain peut perdre une clé USB sur laquelle il a placé ses bitcoins, il peut se la faire voler, il peut se faire voler ses mots de passe. Et là, on en rejoint justement la sécurité des plateformes d'exchange sur lesquelles justement on achète et on vend ces bitcoins, ou les wallets, les portefeuilles sur lesquels sont stockés nos bitcoins. Et il y a des études qui ont été faites et qui prouvaient qu'à peu près la moitié de ces systèmes étaient relativement facilement piratables, parce que basiquement certains éléments de sécurité de base n'étaient pas présents, quoi. Donc c'est possible ça. Quels éléments de sécurité de base sont pas présents? Les éléments de sécurité de base, par exemple une double authentification de votre email, par exemple des mots de passe qui soient suffisamment longs, des mots de passe qui ne contiennent pas que des chiffres ou des lettres. Vous voyez, c'est quand même sur la sécurité basique. Oui, mais clairement. Et aujourd'hui, des choses que l'on peut, en termes informatiques, craquer, par exemple par des systèmes tels que le brute force ou des choses comme ça. Vous voyez, donc vous y allez avec des machines très puissantes et le système tombe. Alors, la SEC hésite, le gendarme boursier américain hésite à homologuer, et pourtant il y a eu plusieurs demandes de fait dans ce sens, des fonds indexés sur le Bitcoin, parce qu'elle redoute justement la défaillance des services de garde. Est-ce que c'est un argument recevable selon vous? Alors, c'est totalement recevable, ils ont entièrement raison, pour les raisons que j'évoquais au tout début, qui sont liées vraiment intrinsèquement à la nature même du Bitcoin, des blockchains, etc., c'est notamment cette notion d'irréversibilité. Et pour vous dire, pour donner un exemple, en fait, on ne va pas imaginer par exemple que votre chef d'agence de banque, imaginons que malheureusement il décède, votre compte ne va pas être bloqué à cause de ça. Eh bien, dans l'univers des crypto-monnaies, c'est le genre de choses qui peut arriver. Il y a quelques semaines, il y a malheureusement le président fondateur d'une plateforme qui est décédé, et aujourd'hui il y a 170 millions de dollars de crypto-actifs qui sont considérés comme irrécupérables parce qu'on est incapable de débloquer l'ordinateur sur lequel les clés privées se trouvaient pour accéder aux crypto-actifs des clients. Le genre de choses folle. Quand même. Oui, ils peuvent essayer, mais à un moment donné, suivant comment c'est crypté, ils n'y arriveront pas. Ah oui, effectivement, pour ceux qui ont investi, oui, c'est assez difficile. Alors malgré tout, si on souhaite toujours acheter du Bitcoin, comment faire pour sécuriser au maximum son investissement? Nous, chez Ocoff, on a créé en fait une offre dans ce sens, qui est basée sur un système de garde froide qui utilise nos 10 ans d'expérience dans l'univers de la conservation de matières précieuses. Et on s'est dit, mais pourquoi on ne garderait pas les crypto-monnaies, donc là spécifiquement le Bitcoin, comme on conserve les lingots et les pièces d'or, et dans une logique où en fait on ferait une distinction très stricte entre la conservation, et là sur le coup on se retrouve sur un système où les cryptos sont stockés dans des unités de stockage qui sont placées directement physiquement dans des coffres avec tous les éléments de récupération nécessaires si on avait besoin d'accéder à leur contenu. Si il y a un décès. Voilà, par exemple, imaginons il m'arrive un malheur, des tiers de confiance sont capables de récupérer ces cryptoactifs pour les remettre à leurs propriétaires, donc ça c'est tout à fait prévu. Et pour autant, donc ça c'est extrêmement sécurisé parce que totalement offline, et pour autant online, donc par le biais de notre système, les gens peuvent s'acheter et se vendre ces bitcoins qu'ils auraient donc achetés par notre biais. Et par notre système donc qui a donc une dizaine d'années, si par hasard il y a une fraude, un piratage, il est toujours possible de faire machine arrière. Vous voyez cette notion d'irréversibilité, oui. Ici on ne la trouve pas, tout simplement parce que nous on a tokenisé notre système. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure du token, et donc quelque part on en a créé nous en interne dans notre système qui est basé sur ce principe depuis une dizaine d'années, justement pour pouvoir négocier les cryptoactifs entre eux. Donc aujourd'hui, voilà, notre clientèle pourrait être aussi bien le particulier qui souhaite conserver ses cryptoactifs que même des plateformes d'exchange qui, pour moi aujourd'hui, dont ce n'est pas le métier, n'ont pas pour métier de conserver dans des coffres forts, elles ne savent pas le faire. Nous on pourrait tout à fait leur proposer nos services. Alors enfin, pour terminer, pensez-vous que le Bitcoin soit une monnaie durable comme l'or, puisqu'on parle de coffre? Alors, écoutez, l'or, ça fait 5000 ans que c'est une monnaie, donc quelque part sur le sujet, il y a
plus trop grand chose à en dire, même ne serait-ce que par rapport aux échanges. Aujourd'hui, sur une seule journée, vous avez, par exemple à Londres, 30 milliards d'euros de valeur or qui sont échangés sur une seule journée. Alors qu'au même moment, péniblement, le Bitcoin va dépasser les 200 millions. Vous voyez, sur la valeur, on n'y est pas. Pour autant, moi je pense que dans les 10 prochaines années, il y a des choses qui vont se passer. L'or va reprendre une place. Mais les cryptoactifs vont monter en puissance pour les raisons évoquées précédemment. Justement, cette notion de décentralisation, c'est-à-dire que personne ne peut prendre le leadership sur ou le contrôle sur la valeur, sur la détention, sur les règles du jeu en fait de ces cryptoactifs. Donc il y a des règles, mais qui sont en fait mises en place et gérées par toute la communauté. Voyez. Donc là, le Venezuela nous a prouvé effectivement qu'il y avait un vrai sujet là-dessus. Et en fait, je vais citer Voltaire par rapport à ça. Une monnaie papier basée sur la seule confiance dans le gouvernement qui l'imprime finit toujours par retourner à sa valeur intrinsèque, c'est-à-dire zéro. Moi, je pense que dans les 10 prochaines années, des crises telles que celle qu'on a connue en 2011, la crise de l'euro, nous paraîtra bien légère par rapport à ce qui nous attend. Pourquoi? Parce qu'on a des enjeux énormes devant nous, notamment des enjeux environnementaux. Et aujourd'hui, on a des monnaies qui sont absolument incompatibles avec les enjeux environnementaux que nous avons. Parce que tout simplement, elles ont des règles intrinsèques qui sont à l'opposé de ce que l'on devrait mettre en œuvre pour justement aller dans un sens qui nous permette d'améliorer ces problématiques environnementales. Donc aujourd'hui, comme vous avez deux choses qui sont opposées, à un moment donné, il y a quelque chose qui va clasher. La Terre sera toujours là dans 10 ans. Peut-être que nos monnaies auront été excessivement affectées. Et c'est là que les cryptoactifs, avec ou sans l'or, mais je pense avec l'or aussi, trouveront toute leur place. L'avenir nous dira si Voltaire avait raison. Merci beaucoup Jean-François Faure, PDG de aucoffre.com.